La cafetière s'est mise à gargouiller pour s'allumer à 6h47. Comme tous les mardis depuis 3 ans. Je me tenais dans notre cuisine au plan de travail en granit, regardant la vapeur s'élever de mon mug préféré, celui sur lequel on pouvait lire « Le papa le plus moyen du monde », quand j'ai remarqué le téléphone de Gemma posé face vers le haut sur l'îlot en marbre. L'écran s'est illuminé avec la notification d'un message non lu. Elle ne laissait jamais son téléphone déverrouillé. Jamais. Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 16 ans, gardait cet appareil comme s'il contenait des secrets d'État, protégé par un mot de passe, verrouillé par reconnaissance faciale, et généralement agrippé par ses doigts manucurés ou enfouis au fond de son sac à main de créateur. Mais il était là, totalement accessible, invitant presque à l'inspection. L'aperçu du message m'a fait l'effet d'une chute vertigineuse au creux de l'estomac. Barrett High, 23h47. Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Quand puis-je te revoir? Barrett High. Son patron. Le type qui conduisait une Porsche argentée, qui possédait la moitié des propriétés au bord du lac dans notre banlieue, l'homme qui avait été le mentor de ma femme lors de sa récente promotion dans l'agence de marketing. J'ai pris le téléphone avec des doigts tremblants et j'ai fait défiler le fil de leur conversation vers le haut. 9 mois de messages s'étiraient devant moi comme une carte routière de la trahison. Des réservations d'hôtels, des photos intimes, des blagues privées sur ma cuisine, ma garde-robe, et sur mon aveuglement apparent face à leur liaison. Gemma, 21h23. Il regarde encore un documentaire sur les virus informatiques. Mon Dieu, il est tellement prévisible. Barrett, 21h25. Au moins, ça l'occupe. Chambre 412 au Marriott. Gemma, 21h27. J'ai déjà la carte magnétique. Mes mains tremblaient pendant que je transférais l'intégralité du fil de conversation vers mon adresse email personnelle. Chaque photo, chaque observation cruelle, chaque réservation d'hôtel, tout a été archivé avant que je ne tape ma réponse dans son champ de messages, demande à mon mari. Il est en train de lire ça en ce moment même. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai bloqué le numéro de Barrett et j'ai replacé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. La douche, à l'étage, s'est arrêtée. Gemma allait émerger dans exactement 4 minutes. Assez de temps pour sa routine de soins du visage matinal, mais pas assez pour qu'elle vérifie son téléphone d'abord. Je connaissais son emploi du temps mieux qu'elle ne le réalisait. En l'attendant, j'ai sorti mon propre appareil et j'ai composé le numéro de ma sœur, Tasha. Elle a décroché à la 2e sonnerie, déjà alerte malgré l'heure matinale. Nolan, tout va bien? J'ai besoin d'une consultation avec un avocat aujourd'hui. C'est au sujet de Gemma. Tasha m'avait mis en garde concernant le contrat de mariage quand je l'avais signé il y a 16 ans. Cette clause d'infidélité est inattaquable, avait-elle dit. Si l'une des parties trompe l'autre et que c'est documenté, elle perd tout droit, à l'exception de ses effets personnels. J'en avais ri à l'époque. Gemma et moi étions solides, indestructibles. Nous n'aurions jamais besoin de ce genre de protection. Je libère ma matinée, a dit Tasha sans demander de détails. Apporte toutes les preuves que tu as. Des pas sont descendus sur les escaliers en bois massif. Gemma est apparue dans son peignoir en soie, ses cheveux blonds enroulés dans une serviette, tendant automatiquement la main vers son téléphone en entrant dans la cuisine. Elle s'est figée lorsqu'elle a vu le message envoyé. Son visage est passé par une fascinante progression d'émotions, confusion, réalisation, panique, et enfin une tentative désespérée de retrouver son calme. Elle a levé les yeux vers moi, le téléphone toujours en main, cherchant une explication qui pourrait sauver la situation. Je n'ai rien dit, me contentant de siroter mon café en regardant son monde s'effondrer derrière son maquillage parfaitement appliqué la veille. Un maquillage qu'elle prétendait avoir mis pour un dîner tardif avec un client. Nolan, je peux t'expliquer. Ah oui? J'ai posé ma tasse avec un calme délibéré. Parce que la femme de Barrett est probablement en train de lire ces mêmes messages en ce moment. Je les lui ai transférés à elle aussi. C'était un mensonge. Mais l'effet a été immédiat. Le visage de Gemma a blêmi sous son fond de teint. Ce n'est pas ce que tu crois. Barrett et moi étions justes. Juste quoi? Juste en train de planifier des visites à l'hôtel? Juste en train de rire de la prévisibilité de ton mari? Juste en train de partager des photos qui, j'en suis sûr, n'étaient pas destinées à des fins professionnelles. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a tenté une autre approche. Tu as fouillé dans mes messages privés.
C'est une violation de ma vie privée. Tu as laissé ton téléphone déverrouillé sur le comptoir de notre cuisine. J'appellerais plutôt ça une invitation. La cafetière a terminé son cycle avec un dernier gargouillis. Dehors, notre voisin, Monsieur Peterson, promenait son Golden Retriever devant notre fenêtre. Le même trajet que d'habitude. Vu de l'extérieur, tout semblait normal. À l'intérieur, 16 années de mariage s'effondraient comme un château de cartes dans un ouragan. Je veux que tu quittes la maison d'ici vendredi, ai-je dit, me surprenant moi-même de la fermeté de ma voix. Tasha s'occupera des papiers. Le sang-froid de Gemma s'est finalement brisé. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est chez moi aussi. En fait, selon le contrat de mariage sur lequel tu as insisté, une infidélité documentée annule tes droits sur les biens conjugaux. La maison me revient. Tu gardes tes vêtements et ce que tu as apporté dans le mariage. Elle m'a regardé comme si une seconde tête venait de me pousser. Tu te souvenais du contrat de mariage. Je me souviens de tout, Gemma. Ça a toujours été mon problème. Et apparemment, ça a été ton erreur d'inattention. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tasha, salle de conférence réservée pour 10 heures. Apporte des copies imprimées de tout. J'ai montré le message à Gemma. Mon avocate est prête. Est-ce que le tien l'est? Elle s'est effondrée sur l'un des tabourets de cuisine, agrippant son téléphone à deux mains comme une bouée de sauvetage. Nolan, s'il te plaît. On peut surmonter ça. C'était une erreur. Barrett ne représente rien pour moi. Barrett représente suffisamment pour justifier 9 mois de visite à l'hôtel. Ce n'était pas 9 mois. Les messages ont commencé en janvier, mais nous n'avons pas vraiment. Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle venait de confirmer la chronologie. N'avait pas vraiment quoi? Coucher ensemble? Parce que ces photos suggèrent le contraire. Et ce message à propos de la chambre 412 semble plutôt spécifique. Gemma a enfoui son visage dans ses mains. Depuis combien de temps le sais-tu? Environ 3 minutes de plus que toi. Le silence est retombé dans la cuisine, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation matinale. J'ai terminé mon café, rincé ma tasse et les placé dans le lave-vaisselle avec la même précision méthodique que celle que j'appliquais pour déboguer des systèmes informatiques. Je dois aller travailler, ai-je déclaré. Quand je rentrerai ce soir, j'attends de toi que tu aies trouvé un autre endroit où dormir. Et pour Ella et Max? Nos adolescents. Ella, 18 ans, terminait sa dernière année de lycée. Max, 15 ans, jouait dans l'équipe de foot de l'école. Ils allaient être dévastés, mais ils méritaient de connaître la vérité. Ils décideront par eux-mêmes où ils veulent vivre, mais ils sauront pourquoi tu pars. Le téléphone de Gemma a vibré pour un appel entrant. Le nom de Barrett est apparu sur l'écran, mais l'appel a été directement redirigé vers la messagerie vocale puisque j'avais bloqué son numéro. Elle a essayé de le rappeler, mais la connexion ne s'est pas faite. Tu l'as bloqué sur mon téléphone? Je l'ai bloqué de nos vies. Il y a une différence. J'ai attrapé ma sacoche d'ordinateur portable et je me suis dirigé vers le garage. À la porte, je me suis retourné pour trouver Gemma toujours assise dans la même position, fixant son téléphone comme s'il allait lui offrir une solution à sa situation. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, je t'aimais vraiment. Au passé. La porte du garage s'est ouverte dans un grondement, et j'ai reculé dans la matinée de banlieue. 3 maisons plus loin, la Porsche argentée de Barrett était garée dans l'allée de la maison des Morrison, à côté de la voiture de sa femme Alyssa. Il avait probablement passé la nuit là-bas en inventant une histoire de travail tardif ou de panne de voiture. D'ici ce soir, Alyssa connaîtrait la vérité, elle aussi. Le cabinet d'avocats de Tasha occupait le 15e étage de la toute nouvelle tour du centre-ville de Milwaukee. Les baies vitrées offraient une vue sur le lac Michigan qui coûtait probablement plus cher par mois que la plupart des prêts immobiliers. Ma sœur avait très bien réussi depuis l'école de droit, se spécialisant dans le droit de la famille et les procédures de divorce impliquant des patrimoines importants. Elle avait également hérité de l'instinct protecteur de notre père, ce qui faisait d'elle la personne idéale pour orchestrer la chute de Gemma. « Montre-moi tout », a-t-elle dit en désignant les messages imprimés que j'avais apportés. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons examiné les preuves méthodiquement. Les reçus d'hôtel facturés sur la carte d'entreprise de Barrett, les photographies qui laissaient peu de doute sur la nature de leur relation. Les SMS qui révélaient non seulement la liaison, mais aussi leur cruauté désinvolte à mon égard.
C'est en béton armé, a finalement conclu Tasha. Le contrat de mariage que tu as signé est exécutoire et ses preuves dépassent largement le seuil requis. Elle n'obtient rien, à part ses biens personnels. Et pour les enfants? Elle a 18 ans, donc la garde n'est pas un problème. Max peut choisir où il veut vivre. Vu les circonstances, la plupart des juges respecteront sa préférence de rester avec le parent qui n'a pas été infidèle. Mon téléphone a sonné. Le nom de Gemma s'est affiché. Ne réponds pas, a conseillé Tasha. Laisse-la mariner. L'appel a basculé sur la messagerie vocale. Puis un autre, et encore un autre. Elle panique, ai-je noté. Tant mieux. La panique fait commettre des erreurs, et c'est exactement ce que nous voulons qu'elle fasse en ce moment. L'assistante de Tasha a frappé à la porte et est entrée avec un dossier chemise. La détective privée que vous avez demandée est arrivée. Une détective privée. Ma sœur a souri d'un air sombre. Ce n'est pas parce que nous avons assez de preuves que nous ne devons pas en rassembler davantage. Barrett a des liaisons depuis des années. Sa femme mérite de connaître l'étendue complète de ses activités. La détective était une femme trapue d'une cinquantaine d'années, nommée Carole Andry. Une ancienne inspectrice de police reconvertie dans le secteur privé, avec ce genre de regard direct qui suggère qu'elle a tout vu 2 fois. J'observe Monsieur Hay depuis 3 mois, a-t-elle déclaré en ouvrant son dossier. Votre femme n'est pas sa première relation extra-conjugale. Il y en a eu au moins 4 autres au cours des 2 dernières années. Toutes des employés ou des partenaires commerciaux. Elle a étalé des photographies sur la table de conférence de Tasha. Barrett entrant dans divers hôtels avec différentes femmes. La Porsche de Barrett garée à des endroits qui n'étaient manifestement pas des rendez-vous professionnels. Barrett lui-même surpris dans des positions compromettantes qui feraient d'excellentes preuves dans de multiples procédures de divorce. Sa femme vous a engagé. Sa femme m'a engagé il y a 6 mois. Elle se doutait de quelque chose, mais elle avait besoin de preuves. Quand vous avez appelé ce matin, Tasha, j'ai contacté Madame Hay. Elle est prête à coordonner nos efforts. Mon téléphone a vibré pour un énième appel de Gemma. Cette fois, j'ai décroché. Nolan, Dieu merci. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Je suis avec mon avocate. Nous discutons de la séparation des biens. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'était une erreur. Barrett m'a manipulé. Il a dit que son mariage était fini, qu'il allait de toute façon demander le divorce. La femme de Barrett a pourtant l'air de penser que leur mariage va très bien. Elle a engagé une détective privée pour documenter ses liaisons, au pluriel. Silence au bout du fil. Gemma, tu es toujours là. Tu mens. Carole Andry, ancienne de la police de Milwaukee, actuellement employée par Alyssa Hay. Elle a des photos de Barrett avec 4 femmes différentes au cours des 2 dernières années. Tu es juste la plus récente. J'ai entendu un fracas en arrière-plan. C'était probablement Gemma jetant son téléphone ou frappant quelque chose. Je veux la moitié de tout, a-t-elle lancé lorsqu'elle a repris la ligne. La maison, tes comptes de retraite, les fonds universitaires des enfants. J'ai sacrifié ma carrière pour soutenir tes ambitions. Tu as sacrifié ta carrière? Tu es actuellement employée comme directrice marketing et tu gagnes 73 000 $ par an. Et selon le contrat de mariage, l'infidélité annule tes droits sur les biens conjugaux. Ce contrat ne tiendra pas au tribunal. Tasha s'est penchée et a parlé dans mon téléphone. Bonjour Gemma, c'est Tasha Grant, l'avocate et la sœur de Nolan. Le contrat tiendra absolument au tribunal. Il a été correctement exécuté. Signé par des témoins et notariés. Vous aviez une représentation légale indépendante au moment de la signature. La clause d'infidélité est clairement définie et votre mari dispose de documents qui répondent aux normes en matière de preuve. Vous devriez probablement vous trouver votre propre avocat. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Gemma? Je vous déteste tous les deux. Elle a raccroché. Carole Andry a gloussé. Ça s'est passé à peu près comme prévu. Maintenant, parlons timing. Madame Hay veut confronter son mari ce soir, mais elle aimerait coordonner cela avec vos actions pour maximiser l'impact. Quel genre d'impact? Le genre qui s'assure que Barrett Hay ne retravaille plus jamais dans cette ville. Au moment où j'ai quitté le bureau de Tasha, nous avions un plan. Alyssa Hay allait confronter Barrett à son bureau à 17 h, à l'heure où le maximum de collègues pourraient assister à la scène.
Je ferai signifier les papiers du divorce à Gemma exactement au même moment, m'assurant qu'elle ne pourrait pas prévenir Barrett de ce qui l'attendait. Les papiers étaient déjà prêts. Les lois du Wisconsin sur le divorce sans faute signifiaient que nous n'avions pas besoin de prouver l'adultère pour le divorce en lui-même, mais le contrat de mariage rendait l'adultère pertinent pour la séparation des biens. Gemma obtiendrait exactement ce qu'elle avait apporté dans le mariage il y a 16 ans, ses effets personnels et environ $3000 d'économie d'avant le mariage. Tout le reste me revenait. J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers les rues familières de notre banlieue, passant devant le café où Gemma et moi avions l'habitude de bruncher le dimanche, passant devant le parc où nous avions appris à nos enfants à faire du vélo. 16 ans d'histoire commune réduits à des documents juridiques et des dossiers de preuves. La maison me parut différente quand je suis entré, plus vide, bien que rien n'ait été déplacé. La voiture de Gemma n'était pas dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle était partie quelque part pour réfléchir, comploter ou pleurer. Probablement les trois. J'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, parti réfléchir. Ne fais rien de stupide. On peut arranger ça. Il était un peu tard pour ce genre de conseil. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était le numéro de Barrett, appelant d'un autre téléphone puisque j'avais bloqué sa ligne habituelle. Espèce de fils de, a-t-il commencé. Attention, Barrett. J'enregistre cette conversation. Tu ne peux pas détruire la vie des gens juste parce que tu es contrarié. Je n'ai rien détruit. Toi et ma femme vous en êtes chargés. Je ne fais que documenter les dégâts. Gemma t'aime. Ce n'était qu'une passade, une sorte de crise de la quarantaine. Ne jette pas 16 ans par la fenêtre pour une erreur. 16 ans. C'est un calcul intéressant, étant donné que votre liaison a commencé il y a 9 mois et que tu trompes apparemment ta propre femme depuis 2 ans. En quoi exactement cela qualifie-t-il d'une crise de la quarantaine? Silence. Barrett, tu es toujours là? Ou est-ce que tu as raccroché comme l'a fait ma femme? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu laisses ma famille tranquille. Je veux que tu arrêtes de contacter ma femme. Et je veux que tu expliques à la tienne pourquoi une détective privée a des photos de toi avec 4 femmes différentes. Tu bluffes. Carole Andry, ancienne de la police de Milwaukee. Elle documente tes activités depuis 6 mois. Ta femme recevra son rapport complet ce soir, ainsi que des recommandations pour des avocats spécialisés dans les divorces à fort patrimoine. Une autre longue pause. Il n'est pas nécessaire que ça devienne laid, Nolan. C'est devenu laid il y a 9 mois. Je ne fais que le rendre public. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Carole Andry. Il vient de me menacer, ai-je dit. Pas directement, mais l'implication était claire. Parfait. Cela nous donne un moyen de pression s'il essaie de se venger professionnellement. Je vais m'assurer que Madame Aïe sache qu'il devient désespéré. À 16h30, j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Gemma. L'agence de marketing occupait 3 étages d'une tour de verre dans le quartier des affaires, le bureau d'angle de Barrett étant visible depuis le parking. Je pouvais le voir à son bureau, essayant probablement de trouver comment minimiser les dommages pour sa réputation et son mariage. À exactement 17h, la Mercedes noire d'Alyssa s'est garée dans la section des visiteurs. Elle en est sortie vêtue d'un tailleur professionnel impeccable, portant une chemise cartonnée dont je savais qu'elle contenait des photographies que son mari n'aurait pas envie de voir. J'ai attendu dans ma voiture, observant à travers les vitres teintées pendant qu'elle entrait dans le bâtiment. Mon téléphone était prêt à enregistrer ce qui allait se passer. À 17h07, la Lexus de Gemma a fait crisser ses pneus dans le parking. Elle avait manifestement reçu une sorte d'avertissement sur ce qui se tramait à l'étage. Elle a couru vers l'entrée du bâtiment, ses talons claquant sur l'asphalte. Trop tard. À travers les baies vitrées du bureau de Barrett, je pouvais voir Alyssa y étaler des photographies sur son bureau tandis que plusieurs employés se rassemblaient dans le couloir à l'extérieur. Gemma a fait irruption par la porte du bureau juste au moment où Alyssa pointait du doigt ce qui semblait être une image particulièrement accablante. La confrontation a duré exactement 12 minutes. Je l'ai chronométré. Quand ce fut terminé, Alyssa y est sortie la tête haute, sa dignité intacte. Barrett était avachi dans son fauteuil, entouré de photos éparpillées, et Gemma se tenait figée au milieu du bureau avec la moitié du personnel de l'entreprise l'observant à travers les cloisons vitrées. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Carole Andry, phase interminée. Madame Aïe a été parfaite. La réputation de votre femme dans cette entreprise est finie.
J'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi pour attendre le retour de Gemma. Les papiers du divorce l'attendaient sur le comptoir de la cuisine, à côté de sa tasse de café du matin qui portait encore les traces de son rouge à lèvres préféré. Certains téléphones ouvrent des portes, d'autres ferment des mariages. Ce soir, nous allions découvrir à quelle catégorie appartenait l'appareil déverrouillé de Gemma. Gemma n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là, ni le lendemain matin. Sa localisation indiquait qu'elle était au Marriott du centre-ville, le même hôtel où elle retrouvait Barrett pour leur rencontre clandestine. Chambre 412, si le fil de discussion était exact. Apparemment, elle avait décidé de rendre son exil temporaire plus confortable en séjournant dans un environnement familier. J'ai passé la matinée de mercredi au bureau de Tasha pour signer des papiers et revoir notre stratégie. La demande de divorce allait être déposée l'après-midi même, accompagnée d'une requête pour l'usage exclusif et temporaire du domicile conjugal. Compte tenu de l'infidélité documentée et des termes du contrat de mariage, le juge allait probablement accorder les deux requêtes. Elle va se battre contre ça, m'a prévenu Tasha. Les gens désespérés font des choses imprévisibles. Laisse-la se battre. Nous avons les preuves, la jurisprudence et un accord signé. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, votre femme est ici avec moi. Il faut qu'on parle. Barrett. J'ai montré le message à Tasha, qui s'est immédiatement mise à taper sur son ordinateur portable. Il viole l'ordonnance de non-contact que nous avons déposée hier, a-t-elle dit. Ce SMS est une preuve de harcèlement continu. Quelle ordonnance de non-contact? Celle que j'ai déposée en ton nom après qu'il t'a menacé au téléphone. Les juges n'aiment pas quand les partenaires d'adultère essaient d'intimider le conjoint trahi. J'ai répondu par SMS, parlez à mon avocate. Vous violez une ordonnance du tribunal. Sa réponse est arrivée immédiatement, retrouvez-moi à la maison du lac ce soir. 20h, venez seul ou ça va empirer pour tout le monde. Tasha a lu le message et a secoué la tête. Il s'enfonce encore plus. C'est de l'intimidation de témoins, potentiellement des menaces criminelles. Nous pourrions le faire arrêter. Ou bien, nous pourrions lui donner assez de cordes pour qu'il se pende tout seul. À quoi penses-tu? J'ai souri pour la première fois depuis 2 jours. Je pense que Barrett est sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie de privilégié. La maison du lac se trouvait sur un terrain de 12 hectares d'une propriété de premier choix au bord de l'eau, accessible uniquement par une route privée sinueuse à travers des bois denses. Barrett l'avait acheté 5 ans plus tôt comme refuge pour le week-end, bien que les rumeurs suggéraient qu'il l'utilisait principalement pour divertir des partenaires commerciaux et des partenaires extra-conjugales. Je suis arrivé à 19h45, garant ma Honda Civic à côté de la Porsche argentée de Barrett et de la Lexus de Gemma. La maison en elle-même était un monument à l'excès, une construction de verre et d'acier qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie. À travers les immenses baies vitrées, je pouvais voir Barrett et Gemma dans le salon principal. Elle faisait les 100 pas frénétiquement pendant qu'il était assis calmement dans un fauteuil en cuir, un verre à la main. Ils avaient l'air de se disputer. J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement avant d'approcher de la porte d'entrée. Barrett a répondu à mon coup de poing avec une expression suffisante qui suggérait qu'il pensait détenir toutes les cartes. Nolan. Merci d'être venu. Merci de violer une ordonnance du tribunal. Mon avocate trouvera ça très intéressant. Son assurance a légèrement vacillé. Quelle ordonnance du tribunal? L'ordonnance de non-contact déposée hier après que tu m'as menacé. Tes SMS d'aujourd'hui constituent du harcèlement criminel. Gemma est apparue derrière lui, l'air hagard et désespéré. Nolan, s'il te plaît. Nous devons régler ça comme des adultes. Les adultes ne se cachent pas dans des chambres d'hôtel pendant 9 mois, Gemma. Barrett s'est écarté pour me laisser entrer, pensant probablement qu'il pourrait mieux contrôler la conversation sur son propre territoire. Le salon était exactement comme je l'avais imaginé, des meubles hors de prix, de l'art abstrait, et un bar aménagé qui aurait eu sa place dans un restaurant haut de gamme. Un verre, a proposé Barrett. Je conduis. Contrairement à certains, je prends des décisions responsables. Il s'est servi un autre scotch tandis que Gemma s'asseyait sur le bord d'un canapé en cuir blanc qui coûtait sans doute plus cher que ma voiture. Voici la situation, a commencé Barrett en s'installant dans son fauteuil tel un roi tenant sa cour. Gemma a fait une erreur. Elle l'a admis. Mais détruire 2 mariages pour un écart de jugement temporaire ne profite à personne. 2 mariages.
Ta femme avait pourtant l'air bien décidée à mettre fin au vôtre quand elle a montré ses photos à tout ton bureau. Alyssa va se calmer. Elle finit toujours par le faire. Et tu peux le faire aussi, si tu es raisonnable. J'ai gardé mon téléphone en train d'enregistrer dans la poche de ma veste. Définis raisonnable. Annule le divorce. Reprends Gemma. Je demanderai ma mutation pour notre bureau de Chicago. Je me retire complètement de la situation. Tout le monde passe à autre chose et reprend sa vie. Qu'est-ce que j'y gagne? Barrett a souri comme s'il s'apprêtait à révéler les numéros gagnants de la loterie. 50 000 $ en espèces. Considère cela comme des honoraires de consultant pour ta discrétion. Tu essaies de m'acheter. J'essaie de résoudre un problème d'une manière qui bénéficie à toutes les personnes impliquées. Gemma avait l'air mortifiée. Barrett, nous n'avions pas discuté d'eux. Tais-toi, Gemma. Les adultes parlent. Cette phrase m'a frappé comme un coup physique. Le mépris désinvolte, la présomption qu'il pouvait acheter sa sortie de toutes les conséquences, l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais fait face à une véritable responsabilité pour ses actes. Tu penses que 50 000 $ compensent 16 ans de mariage? Je pense que 50 000 $, c'est plus que ce que tu gagnes en un an avec ton petit boulot en informatique. Mauvaise réponse. J'ai sorti mon téléphone et arrêté l'enregistrement, puis je l'ai immédiatement envoyé à Tasha avec un SMS, nouvelle preuve de harcèlement et tentative de corruption. C'était une erreur, Barrett. Son calme s'est finalement fissuré. Qu'est-ce qui était une erreur? Présumer que je suis aussi faible et stupide que tu le penses. Présumer que tu peux jeter de l'argent sur ce problème pour le faire disparaître. Présumer que je ne vais pas riposter. Je me suis tourné vers Gemma, qui fixait Barrett comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. C'est ça ton chevalier en armure étincelante. C'est pour cet homme que tu as jeté 16 ans à la poubelle. Il vient d'essayer de m'acheter comme si j'étais une sorte d'extorqueur. Nolan, Tu quoi? Tu ne savais pas qu'il était aussi arrogant? Tu n'avais pas réalisé qu'il considère les gens comme des problèmes à résoudre avec de l'argent? Tu n'avais pas compris que tu n'es qu'une conquête de plus pour lui? Barrett s'est levé, son verre de scotch à la main. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Prends l'argent et va-t'en. Je ne veux pas de ton argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai jeté un coup d'œil autour de la luxueuse maison du lac. À l'homme qui pensait que sa richesse le rendait intouchable. À ma femme qui avait échangé notre mariage contre des parties de jambes en l'air à l'hôtel avec quelqu'un qui venait d'essayer de corrompre son mari. Je veux que tu comprennes ce que ça fait, d'assumer les conséquences. Je me suis dirigé vers la porte coulissante qui donnait sur la terrasse surplombant le lac. La Porsche de Barrett était garée dans l'allée en contrebas, étincelante sous les lumières de sécurité. Belle voiture, ai-je dit. Elle doit valoir quoi? 90 000 $? Ne t'approche pas de ma voiture. Sinon quoi? Tu vas appeler la police? Tu leur expliqueras pourquoi tu héberges ma femme tout en violant une ordonnance de non-contact. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai appelé Carol Andry. Carol, c'est Nolan Grant. Je suis à la maison du lac de Barrett High. Il vient d'essayer de m'acheter pour que j'abandonne ma procédure de divorce, et il est actuellement en violation de l'ordonnance de non-contact. À quelle vitesse pouvez-vous arriver ici avec un appareil photo? Le visage de Barrett a blêmi. Raccroche ce téléphone. Pourquoi? Peur d'un peu de documentation? Je croyais que tu aimais que tes activités soient photographiées. Gemma a finalement retrouvé sa voix. Nolan, arrête. Ce n'est pas toi. Tu as raison. L'ancien moi aurait pris les 50 000 $ et serait reparti la queue entre les jambes. Comme un chien battu. L'ancien moi vous aurait laissé vous en tirer tous les deux sans aucune conséquence. Mais l'ancien moi ne savait pas que sa femme partageait des chambres d'hôtel avec son patron. J'ai terminé l'appel et j'ai souri à Barrett. Carole sera là dans 20 minutes. Elle amène un photographe et un huissier de justice. Apparemment, ta femme a des papiers supplémentaires à te faire signer. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, puis je me suis arrêté et me suis retourné pour les faire face tous les deux. Au fait, Gemma, les enfants sont au courant. Ella a lu le fil des messages quand je lui ai montré pourquoi nous divorcions. Max a compris quand il a vu que tu ne rentrais pas à la maison. Ils ont décidé de rester avec moi.
L'expression sur son visage m'a presque fait ressentir de la pitié pour elle. Presque. Ils comprendront quand ils seront plus grands, a-t-elle dit faiblement. Ils comprennent maintenant. Ils comprennent que leur mère a préféré des chambres d'hôtel à des dîners en famille. Ils comprennent que leur mère se moquait de leur père avec son amant. Ils comprennent que les actes ont des conséquences. Je les ai laissés assis dans leur luxueuse maison du lac, entourés par les apparats de la richesse de Barrett et par les ruines de leurs mauvaises décisions. Carole Andry attendait sur le parking quand j'ai atteint ma voiture. Ça a été rapide, ai-je commenté. J'étais déjà dans le coin. Madame Hay voulait des photos de cette propriété pour la procédure de séparation des biens. Elle a soulevé un appareil photo équipé d'un téléobjectif. J'ai eu des clichés intéressants à travers ces grandes fenêtres. Votre femme et monsieur Hay avaient l'air d'avoir une discussion animée. Ils sont sur le point d'avoir une discussion encore plus animée quand vous leur signifierez ces papiers. L'huissier est à 5 minutes derrière moi. Monsieur Hay est sur le point d'apprendre que sa femme a gelé tous leurs comptes conjoints et demandé l'usage exclusif de leur résidence principale. J'ai démarré ma voiture et baissé la vitre. Carole, assurez-vous de prendre des photos de son visage quand il lira ses papiers. C'était déjà prévu. J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers les bois obscurs, laissant Barrett et Gemma faire face aux conséquences de leur choix. La maison me parut différente quand je suis entré. Plus vide, mais paisible. Propre. Mon téléphone a vibré, un texto d'Ella. « Papa, tu vas bien ?» J'ai répondu, « Je vais bien, ma chérie. » « Comment gérez-vous tout ça, Max et toi ?» « On s'en sort. » Maman a appelé en pleurant, mais on n'a pas répondu. « On est fiers de toi pour t'être défendu. Je vous aime tous les deux. » « On t'aime aussi, papa. » « Rentre bien. » J'étais déjà à la maison. Pour la première fois depuis des mois, j'étais exactement là où je devais être. Les photographies sont apparues sur le blog de Potin Local, Suburban Secret, jeudi matin à exactement 9h. Barrett et Gemma s'étreignant dans le salon de la maison du lac. Barrett gesticulant avec colère tandis que Gemma se recroquevillait sur le canapé. L'huissier remettant à Barrett les documents juridiques pendant que Carole Andry photographiait sa réaction. L'article du blog s'intitulait « La liaison des cadres du marketing exposé » et incluait suffisamment de détails pour que tous les membres de notre cercle social reconnaissent les acteurs impliqués. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h15. Nolan, c'est Rita Morrison. L'ancienne meilleure amie de Gemma, célèbre commère du quartier, et voisine d'à côté de Barrett. Je viens de voir l'article du blog. C'est vrai cette histoire? Chaque mot. Oh mon Dieu. Je savais qu'il se passait quelque chose quand j'ai vu la voiture de Barrett dans notre allée mardi soir, mais je pensais qu'il avait une panne ou quelque chose du genre. Il avait des problèmes, mais pas avec sa voiture. Gemma m'a appelé ce matin en pleurs, me demandant si elle pouvait rester ici quelques jours. Je lui ai dit que je devais y réfléchir. C'est probablement plus sage. La voix de Rita a baissé pour prendre un ton de conspiratrice. Entre toi et moi, ce n'est pas la première fois que Barrett se fait prendre. Il y a 3 ans, il y a eu des rumeurs sur lui et sa secrétaire. Alyssa a étouffé l'affaire, mais tout le monde le savait. Tout le monde sauf les conjoints trompés, apparemment. On s'en doutait tous, mais personne ne voulait être celui qui dirait quelque chose. Tu sais comment ça se passe dans le quartier. On ne se mêle pas des mariages des autres, à moins que ces gens ne se mêlent du vôtre en premier. Après avoir raccroché avec Rita, j'ai conduit jusqu'au bureau pour ce que j'espérais être une journée normale de consultant en sécurité réseau. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes collègues rassemblés autour de l'écran d'ordinateur de l'un d'eux, en train de lire l'article du blog. La vache, Nolan, a dit mon ami Vikram en levant les yeux de l'écran. C'est ta femme? Ma future ex-femme. Le bureau a sombré dans le silence. 12 personnes me fixaient comme si je venais d'annoncer que j'avais une maladie en phase terminale. Tu vas bien, a demandé Jennifer de la comptabilité. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. C'était vrai. Malgré le chaos, malgré l'humiliation publique, malgré la destruction totale de mon mariage, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis janvier. Le poids de devoir prétendre que tout allait bien m'avait écrasé sans même que je m'en rende compte. Mon téléphone a vibré avec un message de Tasha, l'article du blog est parfait. Le juge verra ça comme une preuve de leur relation continue malgré l'ordonnance de non-contact. Nous déposons des accusations d'outrage au tribunal cet après-midi.
Au déjeuner, je suis passé devant l'immeuble de Gemma. Sa Lexus n'était pas sur le parking, et selon le panneau indicateur du bâtiment, la plaque au nom de Barrett avait été retirée de la liste de l'étage de la direction. Carole Andry a appelé à 14 heures pour me faire une mise à jour. Barrett a été mis à pied à titre conservatoire en attendant une enquête interne. Apparemment, l'entreprise a une politique très stricte concernant les relations entre supérieurs et subordonnés. Votre femme a été licenciée. Licenciée? Avec effet immédiat. La sécurité l'a escortée vers la sortie ce matin avec un carton contenant ses affaires personnelles. L'article du blog rendait impossible de la garder employée sans donner l'impression qu'il tolérait les liaisons sur le lieu de travail. Ainsi, Gemma avait perdu son travail, son mariage, sa maison et la plupart de ses amis en l'espace de 4 jours. Une part de moi se sentait coupable de la rapidité et de l'ampleur absolue de sa destruction sociale. Une toute petite part. Ce n'est pas tout, a poursuivi Carole. La femme de Barrett a trouvé des preuves supplémentaires dans son bureau à domicile. Des relevés financiers montrant qu'il a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel et des cadeaux. L'enquête interne vient de devenir une affaire pénale. Détournement de fonds pénal. Utilisation de cartes de crédit professionnelles pour des dépenses personnelles, y compris ses liaisons. Le bureau du procureur examine le dossier. Je ne m'étais pas attendu à ce développement. Le plan était de détruire leurs relations et leur réputation, pas d'envoyer Barrett en prison, même si je ne pouvais pas dire que j'avais particulièrement pitié de lui. Mon téléphone a sonné juste après que Carole a raccroché. Le numéro de Gemma s'est affiché. Nolan, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Sa voix sonnait creux, vaincu. Rien à voir avec la directrice marketing confiante qui était partie au travail mardi matin. Quel genre d'aide? J'ai perdu mon travail. Rita refuse de me laisser dormir chez elle. L'hôtel coûte $200 la nuit, et je ne pourrai plus me le permettre très longtemps. Et Barrett? Il ne peut pas t'aider. Barrett a été arrêté. Une histoire avec l'argent de l'entreprise et des cartes de crédit. Son avocat lui a dit de ne contacter personne lié à cette situation. Je me suis garé sur le parking d'un café et j'ai essayé d'assimiler ce qu'elle venait de me dire. Tu es en train de dire que Barrett a de gros ennuis. Il a détourné de l'argent pour payer nos hôtels, les cadeaux, tout. L'entreprise l'a découvert quand ils ont enquêté sur notre liaison. Sa femme a gelé tous ses comptes, donc il ne peut même pas payer sa caution. L'ironie de la situation était presque trop parfaite. Barrett avait détruit son mariage, sa carrière et sa liberté pour entretenir une liaison qui lui coûtait désormais tout ce qu'il avait travaillé à construire. Qu'est-ce que tu attends de moi, Gemma? Je veux rentrer à la maison. Je veux réparer ça. J'ai fait une terrible erreur, mais je ne mérite pas de tout perdre. Tu n'as pas juste fait une erreur. Tu as fait un choix. Chaque réservation d'hôtel, chaque mensonge, chaque blague cruelle sur ton mari, c'était des choix. Je sais. Je sais que je t'ai fait du mal, mais on peut surmonter ça. Nous avons passé 16 ans ensemble, nous avons 2 enfants. Ça doit bien compter pour quelque chose. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking, regardant des gens normaux vaquer à leur vie normale, et j'ai essayé de me souvenir de ce que ça faisait d'aimer la femme au bout du fil. Ça comptait pour quelque chose, ai-je finalement répondu. Ça comptait jusqu'à ce que tu décides que Barrett ait été plus intéressant que ta famille. Il m'a manipulé. Il a dit que son mariage était fini, que nous avions un avenir ensemble. Il m'a menti, exactement comme il a menti à tout le monde. Et quelle est ton excuse pour m'avoir menti à moi? Silence. Gemma? Je n'ai pas d'excuse. J'ai des raisons, mais pas d'excuses. Quelle raison? Tu veux vraiment avoir cette conversation maintenant, au téléphone? Je veux comprendre comment ces années de mariage ont pu valoir moins que des parties de jambes en l'air dans des chambres d'hôtel avec ton patron. Elle pleurait maintenant. De petits sanglots étouffés qui m'auraient peut-être ému une semaine auparavant. Tu as arrêté de me voir, a-t-elle dit. Tu rentrais du travail, tu regardais tes documentaires, tu travaillais sur tes projets informatiques. On a arrêté de parler, arrêté de se connecter. Je me sentais invisible dans mon propre mariage. Donc, tu as réglé le problème en ayant une liaison. J'ai réglé le problème en trouvant quelqu'un qui m'a fait me sentir séduisante, intéressante et à nouveau vivante. Barrett faisait attention à moi. Il m'écoutait quand je parlais.
Il me donnait l'impression de compter. Et toi non. Pas depuis 2 ans. Pas vraiment. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me remémorer les 2 dernières années. Avais-je été distant, distrait, trop concentré sur mon travail et pas assez sur ma femme? Probablement. Mais cela ne justifiait pas 9 mois de trahison. Même si c'est vrai, ai-je dit, même si j'ai été un mauvais mari, tu avais d'autres options. Une thérapie de couple, une séparation, une conversation honnête sur ce qui n'allait pas. Tu as choisi la tromperie à la place. J'ai choisi de me sentir humaine à nouveau. Tu as choisi de te sentir humaine en me faisant me sentir comme un moins que rien. Un autre long silence. Où loges-tu ce soir, ai-je demandé. Je ne sais pas. Peut-être dans ma voiture. Malgré tout, malgré la trahison, les mensonges et l'humiliation publique, je ne pouvais pas laisser la mère de mes enfants dormir dans sa voiture. Il y a un hôtel de long séjour sur West Capitol Drive. Je paierai pour une semaine. Après ça, tu devras te débrouiller seul. Nolan. Une semaine, Gemma. Utilise-la pour planifier ta prochaine étape. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé l'hôtel pour organiser le paiement de cette nuit. C'était probablement une erreur, mais c'était une erreur avec laquelle je pouvais vivre. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu, ce n'est pas fini. Tu as détruit ma vie pour un malentendu. Il y aura des conséquences. Barrett. Appelant d'un autre téléphone. J'ai transféré le message à Tasha et Carole Andry, puis j'ai bloqué le numéro. Qu'il fasse toutes les menaces qu'il voulait depuis sa cellule de prison. Pour lui, les conséquences ne faisaient que commencer. À 18h, je suis rentré chez moi pour trouver Ella et Max qui m'attendaient dans la cuisine avec des sacs de notre restaurant thaïlandais préféré. On s'est dit que tu voudrais de la compagnie ce soir, a dit Ella. Et on voulait s'assurer que tu mangeais, a ajouté Max, tu as perdu du poids cette semaine. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, la même table où j'avais découvert le téléphone déverrouillé de Gemma 4 jours plus tôt, et nous avons parlé de tout, sauf de l'évidence. L'école, les entraînements de foot, les candidatures pour l'université. Des sujets familiaux normaux qui semblaient presque surréalistes étant donné les circonstances. Tu vas bien, papa, a demandé Max pendant que nous débarrassions la table. Je suis sur la bonne voie. Tant mieux, a conclu Ella. Parce que nous avons besoin d'avoir au moins un parent sur qui compter. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai mis à jour le journal que je tenais depuis mardi matin. Chaque conversation, chaque dépôt légal, chaque photographie et article de blog documenté par ordre chronologique. L'histoire de la façon dont un mariage s'est terminé en 4 jours. L'histoire de la façon dont les conséquences ont finalement rattrapé des personnes qui se croyaient intouchables. L'histoire de la façon dont un téléphone déverrouillé a tout changé. Dehors, le quartier était calme, à l'exception du son lointain de sirènes se dirigeant vers le centre-ville. L'urgence de quelqu'un d'autre. La crise de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas la mienne. Le vendredi matin a amené une visiteuse inattendue. Alissa se tenait sur le porche de ma maison à 7h30, tenant 2 gobelets de café et affichant le genre d'expression déterminée qui suggérait qu'elle avait un plan. Madame Aïe, quelle surprise. Appelez-moi Alissa, s'il vous plaît. Et j'ai apporté du café. Il faut qu'on parle. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement au milieu de la trentaine, avec le genre d'apparence soignée qui suggérait l'ancienne bourgeoisie plutôt que la nouvelle richesse. Rien à voir avec l'épouse trophée que j'avais imaginé que Barrett épouserait. Entrez. Nous nous sommes assis dans le salon que Gemma avait redécoré 3 fois en 16 ans, chassant toujours une vision de la perfection domestique qui ne s'était jamais vraiment matérialisée. Je voulais vous remercier, a dit Alissa en me tendant l'un des cafés. Me remercier ? Pour avoir eu le courage d'exposer ce qui se passait. Je soupçonnais Barrett de me tromper depuis 2 ans, mais je n'ai jamais pu le prouver. Le téléphone déverrouillé de votre femme m'a donné les preuves dont j'avais besoin pour enfin agir. Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça. Elle a eu un petit rire, mais qui n'avait rien de joyeux. Ne le soyez pas. Mon mariage était terminé depuis des années. Barrett refusait simplement de l'admettre. Depuis combien de temps saviez-vous pour les liaisons ? Au pluriel ? Depuis environ 6 mois après notre mariage. Votre femme était la numéro 4, peut-être la 5. J'ai arrêté de compter. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing.
Gemma n'avait pas été spéciale pour Barrett. Elle avait juste été pratique. Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Alyssa a bu une gorgée de son café et a regardé par la fenêtre la rue de banlieue où nos deux mariages venaient d'imploser. La peur, principalement. Barrett contrôlait toutes nos finances. Je ne travaillais pas. Il insistait sur le fait que je n'en avais pas besoin. Je n'avais aucun revenu indépendant, aucune expérience professionnelle récente, aucun moyen de subvenir à mes besoins si je partais. Qu'est-ce qui a changé? Vous. Quand vous avez riposté au lieu de simplement accepter la situation, cela m'a donné le courage de faire de même. En plus, Barrett est devenu négligent. Utiliser l'argent de l'entreprise pour ses liaisons était d'une stupidité incroyable. J'ai entendu dire qu'il avait été arrêté. Libéré sous caution hier, mais le mal est fait. L'entreprise l'a renvoyé, a gelé ses comptes en attendant l'enquête. Sa réputation dans cette industrie est terminée. Elle a plongé la main dans son sac à main et a sorti une chemise cartonnée. Je voulais vous montrer quelque chose. Le dossier contenait des documents financiers, des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, des notes de restaurant. Une trace écrite des liaisons de Barrett remontant à 3 ans en arrière. Il a dépensé plus de 40 000 $ dans ses relations extra-conjugales, a dit Alyssa. Des hôtels, des cadeaux, des week-ends, des dîners coûteux. Tout cela facturé sur les comptes de l'entreprise ou prélevé sur nos économies communes. 40 000 $. Votre femme était en fait la moins chère de ces liaisons. La plupart de leurs rencontres se déroulaient au Marriott du centre-ville, qui tourne autour de 200 $ la nuit. Sa petite amie précédente préférait le Four Seasons. J'ai étudié les documents, essayant d'assimiler l'ampleur de la tromperie de Barrett. Il n'avait pas seulement trahi sa femme. Il avait systématiquement volé de l'argent pour financer ses trahisons. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, il fait face à des accusations de détournement de fonds, à une procédure de divorce et à un exil social complet. La maison du lac va être saisie comme pièce à conviction. Sa Porsche a été saisie hier. Il loge dans un studio au centre-ville. Vivant avec le peu d'argent liquide qu'il avait caché. Et Gemma? L'expression d'Alyssa s'est durcie. Votre femme a fait son choix. Elle a poursuivi un homme marié, a participé à sa tromperie, et n'a montré aucun remords jusqu'à ce qu'elle doive en affronter les conséquences. Je n'ai aucune sympathie pour sa situation. Moi non plus, en réalité, mais l'entendre de la bouche de la femme de Barrett m'a fait me sentir légèrement coupable de mon manque de compassion. Il y a autre chose, a poursuivi Alyssa. Barrett contacte des amis communs, essayant de déformer l'histoire. Il prétend que vous êtes vindicatif et instable, que vous exagérez l'affaire pour justifier de tout lui prendre lors du divorce. Laissez-le parler. Nous avons les preuves. Les preuves ne comptent pas toujours dans les situations sociales. Les commérages et la réputation peuvent être plus puissants que les faits. Elle avait raison. Barrett avait passé des années à tisser des liens dans notre communauté. Il siégeait dans des conseils d'administration d'organisations caritatives, sponsorisait des événements locaux, jouait au golf avec des juges et des membres du conseil municipal. Sa version des faits pourrait peser plus lourd que la vérité. Que suggérez-vous? Que nous contrôlions le récit avant lui. Alyssa a sorti son téléphone et m'a montré le brouillon d'une publication pour les réseaux sociaux. Après avoir découvert les multiples liaisons et les crimes financiers de mon mari, je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien durant cette période difficile. Les preuves parlent d'elles-mêmes, et j'ai hâte de reconstruire ma vie avec honnêteté et intégrité. Vous sortez l'artillerie lourde. J'emploie les grands moyens. Barrett pense que sa réputation et ses relations le protégeront. Il est sur le point d'apprendre le contraire. Elle a publié le message sous mes yeux, puis a identifié plusieurs membres éminents de la communauté et des médias locaux. À votre tour, a-t-elle dit. Mon tour pourquoi? De raconter votre version de l'histoire avant que Barrett ne la déforme au point de la rendre méconnaissable. J'avais évité les réseaux sociaux depuis la publication du blog, en partie par embarras et en partie par désir de gérer la situation en privé, mais Alyssa avait raison. Barrett n'hésiterait pas à utiliser ses contacts pour détruire ce qui restait de ma réputation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper. Après 16 ans de mariage, j'ai découvert la liaison de ma femme à cause d'un message sur son téléphone laissé déverrouillé. La trahison a été dévastatrice, mais les blagues cruelles à mon sujet et leurs conversations privées ont été pires.
Pour tous ceux qui se demandent comment je gère cela, je me concentre sur mes enfants et j'avance avec dignité. J'ai montré le brouillon à Alyssa, qui a hoché la tête avec approbation. Parfait. Honnête, mais pas vindicatif. Compatissant, sans être pathétique. J'ai publié le message et j'ai immédiatement reçu des dizaines de commentaires de soutien de la part d'amis, de voisins et de collègues. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont contacté pour m'offrir leurs encouragements et leur aide. Les réactions étaient écrasantes et, franchement, embarrassantes. Je n'avais jamais été à l'aise avec le fait d'être au centre de l'attention, même d'une attention positive. Qu'est-ce que ça fait de riposter, a demandé Alyssa. Terrifiant et libérateur en même temps. C'est bien. Ça veut dire que vous le faites correctement. Elle a fini son café et s'est préparée à partir. Alyssa, qu'allez-vous faire maintenant? Finir mon diplôme. Il me restait 2 semestres avant d'obtenir mon MBA quand j'ai épousé Barrett. Ensuite, je vais lancer une entreprise de conseil pour aider d'autres femmes à naviguer dans le divorce et l'indépendance financière. Ça a l'air parfait. C'est parfait. Pour la première fois depuis des années, je prends des décisions pour moi-même au lieu d'essayer de gérer l'image de Barrett. Après son départ, j'ai passé la matinée à répondre aux messages et aux appels téléphoniques de personnes que j'avais oublié de considérer comme faisant partie de ma vie, des amis du lycée, d'anciens collègues. Des parents éloignés qui avaient vu les messages sur les réseaux sociaux et voulaient m'offrir leur soutien. L'attention était gratifiante, mais aussi épuisante. J'étais devenu le symbole de quelque chose, le mari trahi qui avait riposté, l'outsider qui avait refusé d'accepter la défaite. C'était un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné et je n'étais pas sûr de vouloir le jouer. À midi, Tasha m'a appelé pour me faire un point sur les procédures judiciaires. Le juge a accédé à notre requête pour outrage. Les messages menaçants de Barrett violaient l'ordonnance de non-contact. Il fait face à des accusations supplémentaires et à une possible peine de prison. Combien de temps de prison pour outrage? Probablement juste quelques jours. Mais pour le détournement de fonds, c'est un crime grave, felonie. Il pourrait écoper de 2 à 5 ans s'il est reconnu coupable. Et Gemma? Gemma ne fait face à aucune accusation pénale, mais elle n'obtiendra rien dans le divorce. Le contrat de mariage est inattaquable, et sa liaison a annulé toute réclamation sur les biens conjugaux. Et pour la pension alimentaire? Le contrat de mariage renonce à la pension alimentaire en cas d'infidélité documentée. Elle n'obtient rien, à part ses effets personnels. J'aurais dû me sentir victorieux. Au lieu de cela, je me sentais vide. 16 ans de vie commune, réduits à des documents juridiques et à des tableurs de répartition des biens. Nolan, tu es toujours là. Je suis là. J'essaie juste d'assimiler tout ça. Tu as gagné. Totalement et de manière décisive. Barrett risque la prison. Gemma ne reçoit rien. Et tu gardes tout ce que tu as travaillé pour construire. Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression d'avoir gagné? Parce que tu n'es pas vindicatif par nature. Tu es une personne décente qui a été forcée de riposter contre des gens qui ont profité de ta décence. Ce soir-là, Ella et Max m'ont aidé à mettre les dernières affaires de Gemma dans des cartons. Ses vêtements, ses bijoux, ses photos, des objets personnels qui racontaient l'histoire d'une femme qui avait existé dans notre maison, mais qui n'y avait apparemment jamais ressenti qu'elle y était chez elle. « Es-tu triste, papa » a demandé Max, scotchant un carton rempli de ses livres. « Je suis triste de ce que nous avons perdu. Je ne suis pas triste de ce que nous y gagnons. » Et qu'est-ce qu'on y gagne? L'honnêteté, le respect de soi, le fait de savoir que nous n'avons pas à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ella a brandi une photo encadrée de notre famille prise au Noël de l'année dernière. Nous 4, souriant à l'objectif, ressemblant à la parfaite famille de banlieue. Doit-on la garder? J'ai étudié l'image, essayant de me souvenir de ce à quoi je pensais lorsqu'elle a été prise. Probablement à essayer de faire sourire les enfants naturellement ou à me demander si nous avions pensé à bien régler le minuteur de l'appareil. Je n'avais certainement pas pensé aux chambres d'hôtel, ni aux messages secrets, ni au fait que ma femme était déjà engagée depuis 3 mois dans une liaison qui allait détruire notre mariage. Garde-la, ai-je dit. Cela fait partie de notre histoire, même si ce n'était pas ce que nous pensions que c'était. À 21h, nous avions emballé tout ce qui appartenait à Gemma dans 12 cartons et 3 valises. 16 ans de vie partagée, réduits à des objets qui tenaient à l'arrière d'un pick-up. J'ai tout chargé dans ma Honda et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel longue durée où elle vivait temporairement.
Le parking était à moitié vide, rempli par les voitures de personnes en pleine transition, divorce, perte d'emploi, expulsion. Des circonstances de vie qui nécessitaient des logements temporaires et des contrats de location flexibles. Gemma m'a rejoint dans le hall, paraissant plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. La directrice marketing pleine d'assurance avait été remplacée par une femme qui semblait perdue et incertaine de tout. « Merci de m'avoir apporté mes affaires », a-t-elle dit. Les enfants ont emballé la plupart des choses. Ils voulaient s'assurer que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Comment vivent-ils tout ça? Mieux que prévu. Ils sont résilients. Nous avons chargé ses affaires sur un chariot à bagages et nous sommes montés par l'ascenseur jusqu'à sa chambre au 3e étage, en silence. Le logement était propre mais spartiate, un studio avec une kitchenette, un canapé convertible et une unique fenêtre donnant sur le parking. C'est temporaire, a-t-elle déclaré, comme si elle essayait de s'en convaincre elle-même. Je cherche un vrai appartement, peut-être plus près du centre-ville. C'est bien. J'ai fait une demande d'allocation chômage, mais ça pourrait prendre un certain temps avant qu'elle n'arrive. L'entreprise prétend que j'ai été licencié pour faute. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas grand-chose à dire qui n'aurait pas semblé cruel ou condescendant. Nolan. Oui. Je sais que tu n'as probablement pas envie d'entendre ça, mais je suis désolé. Pas seulement désolé d'avoir été prise, mais désolé de t'avoir fait du mal, à toi et aux enfants. Désolé d'avoir jeté tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Je l'ai regardé, debout dans son logement temporaire, entouré des cartons contenant les restes de son ancienne vie, et j'ai essayé de ressentir autre chose que de la pitié. Je te crois quand tu dis que tu es désolé, ai-je fini par dire. Mais les excuses n'effacent pas 9 mois de trahison. Je sais. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai laissé là et j'ai reconduit pour rentrer chez moi, à travers ces rues familières qui me semblaient étrangement différentes. Les mêmes maisons, les mêmes lampadaires, le même trajet que j'avais fait des milliers de fois. Mais tout semblait plus léger, plus propre. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Alissa Haye, j'ai vu ta publication sur les réseaux. Le ton est parfait. Barrett essaie de répondre, mais plus personne ne l'écoute. J'ai répondu, merci pour tout. Bonne chance pour ce nouveau départ. À toi aussi. Tu l'as bien mérité. À la maison, j'ai trouvé Ella et Max dans le salon, en train de regarder un film et de partager un bol de popcorn. Un comportement d'adolescent tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui m'a semblé précieux après une semaine de chaos et de procédures judiciaires. Tout va bien, papa, a demandé Ella. Tout est exactement comme ça devrait être. Et pour la première fois depuis ce fameux mardi matin, c'était totalement vrai. Barrett Haye est apparu sur le pas de ma porte à 23h30 ce dimanche soir-là. Il était complètement ivre, et apparemment convaincu qu'une conversation à cœur ouvert résoudrait tous ses problèmes. J'étais dans mon bureau en train de mettre à jour le journal de bord de cette affaire que je tenais depuis la découverte du téléphone déverrouillé de Gemma lorsque la sonnette a retenti avec insistance. Par la fenêtre de la façade, j'ai pu voir Barrett tituber sur le porche, portant toujours ce qui ressemblait aux mêmes vêtements que sur les photos de son arrestation. « Nolan » a-t-il crié à travers la porte. « Faut qu'on parle, d'homme à homme. » J'ai envisagé de l'ignorer, mais les enfants dormaient à l'étage et je ne voulais pas que ces cris réveillent les voisins. J'ai donc ouvert la porte, en maintenant la chaîne de sécurité enclenchée. « Barrett, tu es en train de violer l'ordonnance d'éloignement. » L'ordonnance, c'est des conneries. On est tous les deux des adultes ici. On peut arranger ça. Ces mots étaient pâteux, et il sentait comme s'il avait mariné dans un whisky bon marché pendant plusieurs heures. Ce n'était plus le cadre élégant qui avait essayé de m'acheter à la maison du lac. C'était un homme désespéré qui avait tout perdu et cherchait un coupable. Rentre chez toi, Barrett. Va cuver ton vin. Appelle ton avocat demain matin. Mon avocat ne retourne pas mes appels. Ma femme a gelé tous mes comptes. Mon entreprise m'a viré. Mes amis ne veulent plus me parler. Tu as détruit ma vie entière pour un malentendu. Je n'ai rien détruit du tout. C'est toi qui l'as fait tout seul quand tu as décidé de détourner l'argent de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel. Ce n'était pas du détournement. C'était des dépenses professionnelles légitimes. Même saoul, il essayait encore de déformer le récit. Toujours convaincu que les règles ne s'appliquaient pas à lui, que les conséquences étaient des choses qui n'arrivaient qu'aux autres. Barrett, tu dois partir, maintenant.
Pas tant qu'on n'aura pas réglé ça comme des hommes. Il a poussé contre la porte, testant la résistance de la chaîne de sécurité. J'aurais pu appeler la police, mais quelque chose dans son état désespéré m'a rendu curieux de savoir ce qu'il pensait qu'impliquait régler ça comme des hommes. Qu'est-ce que tu veux régler au juste? Je veux récupérer ma vie. Mon travail, ma réputation, mon mariage. Tu m'as tout pris. Ta femme a pris ton mariage quand elle a engagé une détective privée. Ton entreprise t'a pris ton travail quand ils ont découvert tes irrégularités financières. Ta réputation s'est envolée d'elle-même quand tu as décidé d'avoir des liaisons avec tes subordonnés. C'est Gemma qui m'a dragué. Elle m'a poursuivi de ses avances. J'essayais de rester professionnel, mais elle n'acceptait pas le non pour réponse. Maintenant, il réécrivait complètement l'histoire. Le fil de messages que j'avais lu montrait clairement que Barrett avait initié le contact, suggéré les rendez-vous à l'hôtel, et intensifié la relation à chaque étape. Ce n'est pas ce que montrent les preuves. Les preuves peuvent être manipulées. Les messages sortis de leur contexte. Tu as fait en sorte que ça paraisse pire que ça ne l'était. J'ai fermé la porte, retiré la chaîne de sécurité et suis sorti sur le porche. Si Barrett voulait avoir cette conversation, nous allions l'avoir selon mes termes. Laisse-moi m'assurer de bien comprendre ta position, ai-je dit. Tu prétends que 9 mois de réservation d'hôtel, de photos intimes, et de séances de planification minutieuse, c'était en fait ma femme qui te poursuivait de ses avances contre ta volonté? Elle était persistante. Agressive. J'avais pitié d'elle. Tu avais pitié d'elle. Son mariage battait clairement de l'aile. Elle se sentait seule, négligée. J'essayais d'être un superviseur d'un grand soutien. En l'emmenant dans des chambres d'hôtel? En écoutant ses problèmes et en lui offrant des conseils? L'audace absolue de sa version révisionniste de l'histoire était presque impressionnante. Barrett s'était convaincu qu'il était la victime dans cette situation, que Gemma l'avait d'une manière ou d'une autre forcé à avoir une liaison dont il ne voulait pas. Et les autres femmes? Celles que la détective de ta femme a documentées. Est-ce qu'elles te poursuivaient de leurs avances, elles aussi? Son expression confiante a vacillé légèrement. Ces situations-là étaient différentes. Différentes comment? Écoute, Nolan, je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu que qui que ce soit blessé. Tu n'as jamais voulu que qui que ce soit la prenne. Il y a une différence. Barrett s'est appuyé contre la rambarde du porche, paraissant soudain plus vieux et plus fragile que sa quarantaine d'années. Les vêtements coûteux, la coupe de cheveux parfaite, l'aura de la réussite. Tout avait disparu, remplacé par l'apparence d'un homme qui avait perdu tout ce qui, selon lui, le définissait. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-il demandé. « Je veux que tu laisses ma famille tranquille. Je veux que tu arrêtes de contacter ma femme. Je veux que tu assumes la responsabilité de tes choix au lieu de blâmer tout le monde. Et si je fais ça, tu me laisseras commencer à reconstruire ma vie avec ce qu'il en reste ? Il ne reste rien. Ta femme prend tout lors du divorce. L'entreprise te poursuit pour détournement de fonds. Tu as 43 ans, aucun emploi, aucune référence, et un casier judiciaire. Tu aurais dû y penser avant de commencer à voler de l'argent pour financer tes liaisons. Barrett s'est redressé, et pendant un instant, j'ai revu un éclair de l'ancienne arrogance qui avait défini sa personnalité. Tu te crois meilleur que moi. Tu penses que ton mariage était si parfait que tu as le droit de juger le mien. Je pense que je n'ai jamais trompé ma femme, ni volé de l'argent à mon employeur. Non, tu as juste ignoré ta femme jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui l'appréciait à sa juste valeur. Cette accusation a fait mouche, touchant plus juste que je ne voulais l'admettre. Gemma avait fait des affirmations similaires pendant notre conversation téléphonique, que j'étais devenu distant, distrait, concentré sur mon travail plutôt que sur notre relation. Même si c'est vrai, ai-je dit, cela ne justifie pas ce que vous avez fait tous les deux, n'est-ce pas? Quand quelqu'un se sent invisible dans son propre mariage, quand il a désespérément besoin de connexion et d'attention, est-ce qu'il ne mérite pas de trouver le bonheur ailleurs? Il mérite d'avoir une conversation honnête avec son conjoint sur ce qui ne va pas. Il mérite d'essayer une thérapie de couple. Il mérite d'envisager la séparation si les problèmes ne peuvent pas être réglés. Il ne mérite pas de se faufiler dans des chambres d'hôtel tout en mentant à toutes les personnes qu'il prétend aimer. Barrett m'a dévisagé pendant un long moment, comme s'il essayait de traiter le concept même de gérer les problèmes matrimoniaux avec honnêteté. Tu y crois vraiment?
J'y crois vraiment. Alors, tu es plus naïf que je ne le pensais. Il s'est repoussé de la rambarde et a commencé à marcher vers sa voiture, une Honda cabossée qui avait l'air d'appartenir à l'enfant d'âge universitaire de quelqu'un plutôt qu'à un ancien cadre en marketing. Barrett. Il s'est retourné. Fais-toi aider pour ta consommation d'alcool. Et pour ce qui a pu te faire penser que les vies des autres étaient jetables. Fais-toi aider avant de détruire ce qu'il te reste. Il n'a pas répondu, il est juste monté dans sa voiture et est parti avec la précision prudente de quelqu'un qui sait qu'il est trop ivre pour conduire mais qui n'a pas d'autre option. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai trouvé Ella debout en haut des escaliers, en pyjama. C'était le patron de maman? Son ancien patron, oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Blâmer tout le monde pour ses propres problèmes. Est-ce que tu vas bien? J'ai regardé ma fille de 18 ans, qui était censée s'inquiéter de ses inscriptions à l'université et de ses rendez-vous pour le bal de promo, au lieu des confrontations de son père avec l'ancien amant de sa mère. Je vais bien, ma chérie. Retourne te coucher. Papa? Oui. Je suis fier de toi, pour t'être défendu. Pour avoir protégé notre famille. Maman a fait son choix, mais tu as fait les bons choix. Après qu'elle soit remontée, je suis retourné dans mon bureau et j'ai ajouté la visite de Barrett au journal de bord. La dernière entrée d'une histoire qui avait commencé par un téléphone déverrouillé et s'était terminée par un homme désespéré essayant de réécrire l'histoire sur mon Porsche. Le lundi matin a apporté la nouvelle que Barrett avait été arrêté à nouveau. Cette fois-ci, pour conduite en état d'ivresse et violation d'une ordonnance d'éloignement. Selon Carole Andry, il avait été arrêté à 6 rue de chez moi, toujours légalement ivre, avec une bouteille de whisky sur le siège passager. Il risque de faire de la prison ferme maintenant, m'a-t-elle expliqué au téléphone. Ce délit de fuite sous influence est sa deuxième infraction, et violer une ordonnance d'éloignement tout en étant ivre montre un schéma de mépris pour les décisions de justice. Et les accusations de détournement de fonds? Elles avancent séparément. Son avocat essaie de négocier un accord à l'amiable avec le procureur, mais l'entreprise veut faire de lui un exemple. Ils affirment qu'il a volé plus de 60 000 $ sur 2 ans. 60 000 $. Plus que ce que Barrett m'avait initialement offert comme pot de vin. Plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une année. Plus qu'il n'en fallait pour financer de multiples liaisons pendant que sa femme supposait que leur mariage traversait simplement une mauvaise passe. Le mardi après-midi, j'ai reçu un appel de Gemma. Barrett est en prison, a-t-elle annoncé sans préambule. J'ai entendu dire qu'il est venu te voir dimanche soir. De quoi avez-vous parlé? Il voulait rejeter la faute de sa situation sur tout le monde. Je lui ai dit d'assumer la responsabilité de ses choix. Il dit que tu l'as provoqué, que tu l'as menacé. Il ment, mais c'est ce qu'il fait de mieux, donc je ne suis pas surpris. Une longue pause. Nolan, il faut que je te demande quelque chose. Quoi? Penses-tu que nous aurions pu sauver notre mariage si nous avions géré les choses différemment? Si je t'avais parlé au lieu de... Au lieu de ce que j'ai fait? Je m'étais posé la même question depuis la visite de Barrett. Me demandant si les problèmes de notre mariage étaient réparables, si une communication honnête aurait pu empêcher cette liaison, si je portais une part de responsabilité dans la création des conditions qui avaient rendu Gemma vulnérable à l'attention de Barrett. Je ne sais pas, ai-je fini par dire. Peut-être. Mais nous ne le saurons jamais, parce que tu as choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. J'avais peur. Peur de quoi? Peur que tu me quittes si je te disais à quel point j'étais malheureuse. Peur que tu me tiennes responsable de nos problèmes. Peur que tu cesses de m'aimer si tu savais à quel point j'avais changé. Alors à la place, tu as eu une liaison. À la place, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait me sentir comme la personne que j'étais avant, et j'ai détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Oui. Une autre pause. Je déménage à Chicago, a-t-elle dit. Ma sœur a proposé de m'héberger jusqu'à ce que je trouve un emploi et que je me remette sur pied. C'est probablement pour le mieux. Les enfants pourront venir te voir quand ils le voudront. Je paierai les billets d'avion, ou quoi que ce soit dont ils auront besoin. Ils aimeraient ça. Est-ce que tu leur diras que je les aime? Que tout ça n'avait rien à voir avec eux. Ils le savent, Gemma. Ils sont blessés et confus, mais ils savent que tu les aimes. Et Nolan. Oui. Merci pour le paiement de l'hôtel. Pour avoir emballé mes affaires. Pour ne pas avoir rendu tout ça plus laid que ça n'avait à l'être.
tu es une meilleure personne que je ne le mérite. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le mercredi matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Tasha pour signer les papiers définitifs du divorce. 16 ans de mariage, dissous dans une pile de documents juridiques qui seraient déposés au greffe du comté et intégrés dans les registres publics. Comment tu te sens, a demandé Tasha pendant que je signais la dernière page. Vide, soulagé, triste, reconnaissant. Tout ça en même temps. C'est normal. Le divorce est compliqué émotionnellement, même quand c'est simple sur le plan juridique. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je reconstruis. Je me concentre sur mes enfants, ma carrière, mon propre bonheur. Je me souviens que je méritais mieux que ce que Gemma m'a offert. Ce soir-là, et là, Max et moi sommes sortis dîner dans notre restaurant préféré, une tradition familiale qui avait été interrompue par une semaine de chaos et de procédures judiciaires. Pour la première fois depuis la découverte du téléphone déverrouillé, nous nous sommes sentis comme une famille à nouveau. Alors, quelle est la suite, papa, a demandé Max au moment du dessert. La suite, c'est de trouver notre nouvelle normalité. On prend soin les uns des autres. On va de l'avant. Tu vas te remettre à faire des rencontres, a demandé Ella, avec la franchise dont seuls les adolescents sont capables. Plus tard, peut-être. Quand je serai prêt. Quand nous serons tous prêts. On veut que tu sois heureux, a dit Max, tu mérites quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur. J'ai regardé mes enfants. Presque des adultes maintenant. Sages pour leur âge, résilients d'une manière que j'espérais qu'ils n'auraient jamais plus besoin d'être, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, de l'espoir. Le jeudi matin, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, Barrett a plaidé coupable de détournement de fonds et de conduite en état d'ivresse. Condamné à 2 ans de prison et 3 ans de mise à l'épreuve. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Carole. Ainsi, Barrett High, cadre marketing et homme à femme en série, passerait les 2 prochaines années dans un endroit où son charme et ses relations ne pourraient pas le protéger des conséquences de ses choix. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à sa chute. Aucun sentiment de victoire ou de revanche. Juste la reconnaissance silencieuse que les actes ont des conséquences, et que les conséquences se moquent éperdument de vos excuses. Le vendredi après-midi, exactement une semaine après la visite d'un Barrett ivre sur mon Porsche, j'étais en train de ranger mon bureau quand j'ai trouvé le téléphone déverrouillé de Gemma. L'appareil par lequel tout avait commencé, oublié dans le tiroir d'un bureau où je l'avais placé après avoir transféré le fil de discussion vers ma boîte mail. L'écran était fissuré à présent, la batterie complètement déchargée depuis longtemps. Mais il représentait toujours l'instant où ma vie si soigneusement construite s'était effondrée, pour ensuite se reconstruire lentement en quelque chose de plus honnête et de plus durable. J'aurais pu le jeter, le donner à une association caritative, ou le renvoyer à Gemma à Chicago. Au lieu de cela, je l'ai replacé dans le tiroir pour me rappeler de ce qui arrive lorsque les gens présument que leurs secrets sont bien gardés. Certains téléphones ouvrent des portes. D'autres ferment des mariages. Celui-ci avait fait les deux. À l'extérieur, le quartier entrait dans sa routine du soir. Des familles qui dînaient, des enfants qui jouaient dans les jardins, des couples qui promenaient leurs chiens le long des trottoirs familiers. La vie normale qui suivait son cours, comme elle l'avait toujours fait, indifférente au drame personnel qui avait consumé mon univers au cours des 2 dernières semaines. J'ai fait couler du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert un livre que je voulais lire depuis des mois. Pour la première fois depuis ce mardi matin-là, j'avais le temps de lire autre chose qu'un document juridique ou un dossier de preuves. Pour la première fois depuis la découverte de ce téléphone déverrouillé, j'étais exactement là où je voulais être. L'histoire était terminée. Les conséquences avaient été distribuées. La reconstruction pouvait commencer. Et quelque part à Chicago, Gemma prenait elle aussi un nouveau départ. Portant le poids des choix qui lui avaient coûté tout ce qu'elle croyait autrefois permanent. Barrett allait avoir 2 ans en prison pour méditer sur la question de savoir si ses liaisons valaient le prix qu'il l'avait payé. Quant à moi, j'avais le reste de ma vie pour me souvenir que certaines trahisons sont impardonnables, que certains mariages ne peuvent être sauvés, et que certains téléphones ne devraient jamais être laissés déverrouillés. Le café était parfait. Le livre était captivant. La maison était calme et paisible. C'était amplement suffisant.